Bibiana qu'on reçoit aujourd'hui. Alors, Bibiana, je vais te laisser te présenter parce que tu le feras mieux que moi. Mais globalement, tu viens nous parler d'endométriose, de reprendre le contrôle un peu sur sa vie et sur sa maladie. Tu me corriges si je me trompe. Et de ton parcours de maternité. Très bien. C'est bien, c'est ça. Je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup. Bonjour Justine, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous entendent aujourd'hui. Je m'appelle Bibiana Jurado. Je suis coach de femmes atteintes d'endométriose, mais au-delà de ce métier des coachings, je suis une maman comblée, épanouie d'un petit garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Et je suis aussi une épouse. Une maman, une épouse et une femme, c'est déjà pas mal. Euh, on reviendra un petit peu sur ton métier parce que je pense que c'est intéressant aussi que, à mon avis, va avoir des auditrices ou des auditeurs qui ont des questions sur ça. Mais comment est-ce que tu apprends que tu es atteinte d'endométriose, entre autres, parce que tu as plusieurs diagnostics? Mhm. Comment est-ce que tu apprends que ça va faire partie de ta vie dans les années à venir et comment est-ce que tu as réagi à ça? Comment est-ce que tu as rebondi sur ça? Alors, mon histoire avec l'endométriose, elle commence en 2015. J'ai toujours eu des règles douloureuses, des symptômes en fait, digestifs, qui étaient assez compliqués, sans savoir pour autant fait, les liens entre ces dérangements du quotidien et la maladie. Et donc en 2015, j'étais opérée d'urgence, suite à l'apparition d'un kyste ovarien. Enfin, j'avais des kystes ovariens au niveau de l'ovaire gauche et de l'ovaire droite. Les kystes à l'ovaire gauche étaient un kyste borderline. Donc j'étais opérée d'urgence, on a retiré les kystes et on m'a demandé de faire donc un suivi post-opératoire pour éviter la récidive en fait. Et c'était quelque temps après, suite à un contrôle, qu'on s'est aperçu qu'il y a eu une récidive des kystes ovariens. Donc j'étais à nouveau opérée. Et cette fois-ci, en plus des kystes, on m'a trouvé du coup de l'endométriose un peu partout. En fait, je vais le dire un peu comme ça. Je ne saurais pas dire dans des termes médicaux comment on l'appelle, mais en fait, on a ouvert et on a trouvé qu'il y avait de l'endométriose partout. Euh, et donc, suite à ça, il y a eu une décision radicale qui a dû être prise sur le moment. C'est que comme il y avait déjà un historique, donc un kyste borderline qui était sur l'ovaire gauche, on a dû retirer l'ovaire gauche avec la trompe gauche et ils sont, entre guillemets, raclés et toute l'endométriose. Ça veut dire qu'ils sont bien tout nettoyés. Et donc, c'était à ce moment-là que j'ai compris que j'avais cette maladie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à mener des recherches pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que ça impliquait dans ma vie, quels étaient les liens entre mes symptômes que j'avais depuis toujours et ces diagnostics. Donc, c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Ok. Et là, ces opérations, c'était en Colombie ou en France? Oui, alors je suis originaire de Colombie. À l'époque, j'habitais en Suisse. Je suis allée en Colombie pour un événement des familles et c'était là-bas que j'ai profité pour faire un contrôle gynécologique. Et c'était lors de la consultation qu'on a fait une échographie et on a trouvé les Les kystes. kystes. Ouais. Et Donc, quand tu c'était dis kyste opération directe. borderline, est-ce que tu peux expliquer? Oui, un kyste borderline, donc c'est un kyste qui est à la limite entre la bénignité et la malignité. Ok. Et donc, les deux opérations ont lieu en Colombie. Oui, les 2 fois, ouais. Et la deuxième fois, il s'est passé quelque chose d'important, je pense, si je me souviens bien. Oui, alors je disais que, la deuxième fois, donc en fait, j'étais censée faire des contrôles, réguliers. Je suis revenue sur le territoire. J'habitais déjà en Nouvelle-Calédonie, mais j'étais partie, pour, mon activité professionnelle, je suis partie quelques années en Suisse. Donc entre les 2 opérations, j'étais déjà revenue en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai fait un contrôle ici à Nouméa. Et pareil, c'est une prise de sang en fait qui détermine le taux, l'indicateur tumoraux. Donc c'est ces indicateurs-là qui étaient extrêmement élevés. Donc le gynécologue à Nouméa m'a dit tout de suite il faut intervenir. Sauf que 10 jours plus tard, j'avais prévu d'aller en Colombie pour assister à la naissance de mes nièces. Donc ma sœur aînée était enceinte, elle allait accoucher des jumelles le 21 décembre. Donc en fait j'avais déjà prévu ce déplacement et comme j'avais déjà été opérée une première fois en Colombie,
mon réflexe a été de me dire, je préfère repasser au bloc opératoire avec le médecin qui m'a suivi depuis le début. Donc ce voyage en Colombie s'est transformé en voyage plutôt à portée médicale. Et donc dès mon arrivée, c'était tout de suite la préparation à l'opération, revoir les médecins, faire des examens et me préparer à ça. Euh, la vie fait que les seuls créneaux disponibles pour cette opération, c'était justement le jour de l'accouchement de ma sœur. Il y avait une césarienne qui était déjà programmée. Donc j'ai accouché. Moi aussi, c'est une façon de dire. Mhm. J'ai vécu ces moments vraiment importants dans ma vie au même moment que ma sœur était en train d'accoucher de ses filles. Dans la même clinique, au même endroit, à des étages différents, on s'est Mais retrouvés le toutes même les deux jour. à vivre une expérience qui a bouleversé nos vies à jamais. Mm. Parce que dans mon cas, en fait, c'était déjà le fait d'avoir perdu un organe que même s'il n'est pas vital, il est quand même très lié à, au fait de porter la vie, finalement, de donner la vie. Ce n'était pas l'utérus, mais je pense que dans la signification qu'on peut donner à un ovaire, il y a quand même quelque chose qui est parti ces jours-là, une chose de laquelle j'ai dû me détacher et sur laquelle j'ai tout travaillé aussi pour pouvoir m'en libérer et puis faire la paix avec et faire le deuil aussi de cette partie de moi qui n'est plus à l'intérieur de moi. Mhm. Bien sûr. Voilà. Ouais, donc ta sœur a accueilli deux bébés et Mm, toi, tu perdais ce jour-là un ovaire. mm, ouais. Euh, T'avais quel âge à ce moment-là? Mmh, j'avais, je pense que j'avais 36 ou 37 ans, ouais, à l'époque. Et tu n'avais pas encore ton petit garçon. Je n'avais pas encore, d'enfant, non. Et là, qu'est-ce qu'il te dit le médecin? Est-ce qu'on te parle de fertilité? Alors, le moment, c'était un moment très fort. Je pense que je me suis pas trompée dans mon intuition quand j'ai dit que je voulais me faire opérer là-bas. Je suis tombée dans les mains d'un médecin profondément humain, très à l'écoute, qui m'a questionnée, en fait, sur mon désir ou non d'avoir des enfants. Et donc, au moment de l'opération, il ne s'attendait pas à avoir autant d'endométriose, en fait. Quand il a ouvert, j'ai subi ce qu'on appelle, je crois, une laparotomie. Oui. C'est l'opération qu'on fait quand on ouvre vraiment. Ce n'est pas avec la petite caméra, j'étais C'est pas vraiment. c'est pas par célioscopie. C'est pas par Oui. célioscopie, c'est vraiment la laparotomie. Je crois que c'est celle où on ouvre véritablement. Et donc, c'est au moment de ouvrir qu'il a trouvé tous ces dépôts d'endométriose, ces lésions d'endométriose, plus la gravité, l'historique qu'il y avait avec l'ovaire. Donc, il devait prendre une décision déterminante. Selon le protocole médical qui se suit en Colombie, il aurait fallu qu'on retire tout par précaution. C'est le principe des précautions, Les deux ovaires. de tout. De retirer tout pour éviter qu'il y ait éventuellement l'apparition d'un cancer. Euh, Sauf que lui, au lieu de suivre le protocole à la lettre, il est venu me parler. Donc j'étais en sédation, j'étais semi-consciente en fait. Euh, et il est venu me parler à l'oreille et il m'a demandé, euh, je me dois de poser cette question, est-ce que vous souhaiteriez avoir des enfants? Et en fait, moi, dans cet état de sédation, euh, j'ai répondu de manière très instinctive. Je lui ai dit que je voulais avoir 6 enfants. Bah, bien sûr. Je voulais en avoir 6. Et c'est intéressant parce que j'ai toujours été quelqu'un de très porté par ma carrière, en fait. Jusqu'à ce moment-là, je ne m'étais pas forcément posé la question de la maternité. Ce n'était pas du tout une priorité dans ma vie. Moi, mon driver, c'était vraiment voilà, la performance, l'atteinte d'objectifs, notamment professionnels. Je me définissais à travers ma carrière. Et donc, c'était à ce moment-là que mon cerveau reptilien s'est réveillé. Et finalement, il y a une autre part de moi qui a parlé pour moi. Et en fait, on en a discuté avec les gynécologues après l'opération. Il m'a dit, j'ai entendu, en fait, j'ai écouté en vous un désir tellement immense, tellement inné en vous, que je ne pouvais pas simplement me conformer à un protocole. J'ai préféré, entre guillemets, prendre les risques de fermer, de vous suivre, éventuellement de revenir sur une opération s'il y a véritablement un risque. Mais je ne pouvais pas passer à côté
de votre désir d'avoir un enfant et vous laisser la chance de pouvoir Le porter. le porter et donner la vie. Et pour moi, ça a été un tournant parce que j'ai compris finalement qu'il y avait autre chose dans la vie. Il y avait un appel en moi qui était très profond que je n'avais pas su écouter. J'étais très concentrée en fait à construire une vie éloignée de qui j'étais véritablement. Donc j'ai une reconnaissance infinie envers ces professionnels de santé qui a su lire en moi autre chose que le simple sens de mots ou une question qui peut paraître parfois banale mais qui a beaucoup de profondeur. Donc c'était grâce à ça que j'ai pu, en tout cas, me recentrer sur ce qui était vraiment important sur le moment. Et à partir de là, il faut savoir que l'endométriose est une maladie qui revient. En fait, à ce jour, il n'y a pas un seul traitement qui peut mettre fin à la maladie. On peut tout nettoyer, on peut traiter avec des hormones, mais la maladie, elle revient. Donc en fait, je savais que la fenêtre pour concevoir, elle était très réduite et qu'il fallait, si c'était vraiment ma destinée, si c'était vraiment ce que je voulais faire, il fallait agir vite. Donc c'était à ce moment-là que toute mon attention s'est concentrée sur le fait de pouvoir tomber enceinte à ce moment-là. Ok. Et tu t'es déjà mariée à ce moment-là? Oui, j'étais déjà mariée avec mon mari, voilà, on est toujours ensemble. Et donc en fait, toutes les chances étaient de notre côté pour pouvoir réussir ces projets de maternité. Lui, il était ok aussi, il s'est dit que c'était le moment pour vous, quoi. Ben, en fait, je pense que finalement, l'endométriose, c'est pas quelque chose qui touche que la femme. Elle impacte aussi la vie de l'homme et des gens qui nous entourent. Parce qu'en fait, ça a créé aussi un bouleversement chez lui, des questionnements. Parce que finalement, il est partie prenante de ses projets. Il est partie prenante aussi de ma santé des femmes. Et donc, lui aussi, il a dû faire un travail sur lui pour se dire, est-ce que tu te sens prête? Parce que là, on n'a plus le temps. Et Hmm. finalement, qu'est-ce qui est véritablement important pour nous? Donc oui, il a fait un travail sur lui, moi aussi. Et c'était grâce à la somme de toutes ces choses qu'on a mis en place, qui ne se limite pas au fait de vraiment faire ce qu'il faut au moment de mon cycle pour que ça arrive, mais il y a toute une dimension émotionnelle qu'il est important d'accueillir et de traverser en fait. Et c'est ce qu'on a fait chacun de son côté pour pouvoir réussir ces projets. Et quand est-ce qu'il arrive, ce bébé? Parce que moi, je lis toute l'histoire déjà, donc je sais qu'il arrive à un moment. Oui, ce projet s'est concrétisé en juillet 2019. Et donc, suite à une grossesse formidable, vraiment qui est arrivée naturellement. Donc, contrairement au pronostic que j'ai reçu en revenant sur Nouméa, donc après mon opération. J'ai dû passer par plusieurs cabinets gynécologiques pour déjà me préparer à tout ça. Et la réponse généralisée que j'ai trouvée, c'était finalement de me préparer à un parcours PMA. Alors que finalement, ces bouleversements que j'ai vécus m'a fait prendre conscience en fait que j'avais le pouvoir de changer les cours de ma vie. Et j'étais déjà dans ces chemins de vraiment un puissancement. J'appelle ça l'empuissancement, c'est le fait de prendre vraiment les rênes de ma vie, le contrôle de ma vie. C'est moi qui décide ça et je suis tout à fait apte à accueillir un enfant dans mon ventre naturellement. Donc je vais réussir. Jusqu'à ce que je tombe sur un gynécologue qui malheureusement n'est plus sur les territoires mais qui a été formidable. C'est celui qui m'a reçu en consultation, m'a fait une échographie. Moi, je venais aussi avec beaucoup d'appréhension après avoir rencontré plusieurs médecins. Et lui, il voit à l'échographie et je lui pose la question, docteur, vous voyez quoi? Et lui, il m'a répondu, ben, moi, je vois que c'est un bel endroit pour accueillir la vie. Vous êtes prête. Il y a tout qui est en ordre. Il ne faut pas craindre. Il faut y aller. Vous allez y arriver. Et cette rassurance a été fondamentale parce que je savais que j'étais dans les mains d'un médecin déjà qui était compétent et qui savait écouter le besoin et qui savait parler à une femme qui arrive avec plein d'appréhensions, des craintes et qui a besoin simplement d'être rassurée sur le moment. Donc je pense que pour moi aussi, ça a été un facteur clé de la réussite de ces projets, c'était le fait d'être bien entourée au niveau familial et au niveau des Médical. professionnels de la santé. Ouais. Mm. Et donc, il arrive au bout de combien de temps après l'opération, ce petit bébé?
Alors, ce bébé arrive juillet 2019, donc je pense qu'on a mis entre 7, peut-être 9 à 10 mois, le temps de réussir en fait la conception, ouais. Donc on va dire 10 mois plus tard. Ok. Ce qui est relativement court en fait au vu de tout le parcours médical qu'il y a derrière. Je pense que tous Alors, les mois, ça devait être long quand même. Quand, alors, je pense que dans le sens où court ou pas court, aujourd'hui avec le recul, je me dis c'était le temps qu'il fallait pour qu'on soit prêt. Parce qu'entre-temps, il se sont passées des choses aussi. Vraiment, comme je disais, il n'y a pas que l'aspect de l'endométriose en fait. Parfois, on a tendance à dire avoir l'endométriose, c'est synonyme d'être infertile. Mais aujourd'hui, je me rends compte en fait que déjà la science a dit que c'est pas vrai. C'est une idée reçue. Et deux, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et ce temps finalement d'attention sur mon corps, sur toutes les dimensions de mon être, en fait, la dimension émotionnelle, la dimension physique, la dimension spirituelle, m'ont fait prendre conscience en fait qu'il y avait d'autres choses dans ma vie qu'il était important de régler pour pouvoir accueillir pleinement ces bébés. Et c'est ça ce que j'ai fait. Donc, quelque part, je me dis court ou pas court, le changement, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps et ça demande aussi à muscler sa patience et aussi sa détermination. J'ai jamais baissé les bras. Je savais que pour cela, je savais que c'était ça mon futur et que je voulais accueillir ces bébés dans les meilleures conditions possibles. Mais pour l'accueillir dans les meilleures conditions possibles, il fallait d'abord que je me concentre sur moi. Et c'est ce que j'ai fait pendant ce temps et d'attente aussi et d'une mise en action qui s'est portée du coup efficace Mhm. dans mon cas. Et comment t'apprends que t'es enceinte? Je pense qu'il y a un moment ou en tout cas pour moi, il y avait un gros travail de lâcher prise. J'ai arrêté de regarder, j'ai arrêté d'attendre le moment. J'ai eu la chance de faire une conférence TEDx en 2018. Et c'était un moment où il y a eu beaucoup de préparation en amont. Je dirais pas du stress parce que c'était, ou peut-être que si, mais c'était un stress très positif. Je me suis investie pleinement dans ces projets. Et en fait, j'ai complètement oublié que j'avais énormément de retard dans mes règles. J'ai fait cet TEDx un samedi soir. Dimanche matin, je me réveille avec cette espèce de grosse satisfaction d'avoir réussi un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Et je me rappelle que j'avais pas eu mes règles depuis un moment. Donc, j'ai pas voulu dire ça à mon mari. J'ai dit, je me suis laissée la journée en fait pour ressentir ce qu'il y avait dans mon corps. J'avais déjà du coup entamé tout ce travail des connaissances de moi, de mes sensations, de me connecter vraiment à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je pense que ce petit schéma avait fait déjà son travail. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est différent, il y a quelque chose qui a changé. Donc, lundi matin, je vais au laboratoire et je me fais une prise de sang et je pars au travail. Et pendant toute la journée, en fait, je pense à ça, je me dis, c'est peut-être le moment, je me sens prête. Et quand les résultats sont tombés, bon, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit, il faut qu'on en parle, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et c'est comme ça qu'on a appris la nouvelle. Voilà, Et c'était lancé. c'était lancé. J'ai eu qu'une seule grossesse, donc c'était la seule. Tout se déroulait très très bien, sans encombre. J'ai eu une grossesse merveilleuse, vraiment sans. Je n'ai que des bons souvenirs en fait de cette grossesse que j'ai vécue, je pense, en pleine conscience. Et c'est bien. Mm. Parce que c'est vrai que je pense que parfois, on se rend pas compte à quel point ça dure pas longtemps avec le recul. La grossesse, Mm. tu vois ce que je veux dire? Quand on a de Ouais. la... Bon, il y a des grossesses qui sont très difficiles, hein. Mais Mm. quand on a la chance d'avoir une grossesse qui se passe bien, ben, c'est important de rappeler que si on a envie d'en profiter, c'est le moment parce que sur le coup, c'est très long, tu sais, les dernières semaines. Mm. C'est long, mais en fait, ça va très vite. Tu vois ce que je veux dire? Cette Oui. sensation quand tu regardes avec les années, en fait, c'était un claquement de doigts, quoi. Alors, mon expérience était plutôt dans le sens où je savais que la vie m'avait donné une chance incroyable. Et tout, tout le travail que j'ai fait auparavant m'a permis de comprendre que la vie, elle se vit aujourd'hui. C'est le présent qui compte.
et que si aujourd'hui ma condition était d'accueillir ces bébés et que aujourd'hui, en tout cas, j'étais sûre que je pouvais être maman, je me suis dit que je voulais garder les meilleurs souvenirs. Donc j'ai tout fait dans ma tête et dans mon corps pour vivre chaque instant avec une intensité surdimensionnée. Je me laissais émerveiller à chaque symptôme, à chaque changement dans mon corps. Euh, J'étais vraiment portée par ce désir de apprivoiser cette grossesse de la meilleure façon possible. Et je pense que ça agit beaucoup sur peut-être les tracas de la grossesse, des choses qui sont dérangeantes. Notamment, je me rappelle la chaleur, les nausées et les changements d'humeur, tout ça. Et, et garder ces caps du fait que cette intention que je me suis posée de vivre la grossesse la plus incroyable de ma vie, sans savoir si je pouvais en avoir une deuxième plus tard, je pense que c'était là pour moi la clé. C'était vraiment de dompter mon mental, de me dire en fait, je veux faire en sorte que ce soit la grossesse la plus merveilleuse que j'ai jamais vécue. Donc c'est un peu comme ça. Donc le temps finalement, je ne l'ai pas vu passer. Et je ne regrette pas du tout. Parce que Mhm. finalement, il n'y a pas eu d'autres grossesses derrière. Donc je garde de celle-ci le meilleur souvenir. Ok. Voilà. Et comment tu t'es préparée à la naissance et à l'accouchement? Alors, j'ai suivi ce qu'on appelle une préparation à l'accouchement physiologique, euh, de toute évidence, puisque j'étais déjà dans ces schémas des connaissances de mon corps, des connaissances de moi, de vivre pleinement l'instant présent. Je me suis beaucoup intéressée à cette approche. Donc, j'ai fait un accouchement pas sans péridurale. Et donc, j'étais préparée à ça. Ma sage-femme, elle m'avait conseillé une approche qui s'appelle l'hypnonaissance. C'est le fait d'accoucher en état d'hypnose, de auto-hypnose en tout cas. Et donc, je n'ai pas suivi une préparation en tant que telle. J'ai suivi ce qui était indiqué dans les livres et je faisais déjà beaucoup de méditation auparavant. Donc j'avais aussi cette capacité à me connecter à mon corps et à mes sensations assez facilement. Donc je trouvais que pour moi, c'était une évidence d'essayer. Et donc c'est comme ça que j'ai du coup donné naissance à mon enfant à partir de l'hypnonaissance, des enseignements que j'ai appris par ces techniques-là. Ok. Et comment tu l'as vécu cette naissance physiologique du coup? J'ai vécu un accouchement qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Après un long travail. J'ai vécu un travail, je pense que c'était plus de 24 heures. Je pense qu'avec les reculs, en fait, ça dépend. Si tu poses la question à mon mari, il va te dire que je lui ai offert les plus bels accouchements dans la sérénité. Vraiment un accouchement qui a été très serein, très doux euh, et qui a permis du coup à notre enfant de naître dans des conditions exceptionnelles, dans un cadre extrêmement bienveillant, doux. Euh, En fait, c'était merveilleux. Mais avec le recul, je me rends compte que l'expérience que j'ai vécue dans cet accouchement sous hypnose, si je m'étais fait accompagner, je pense que je l'aurais vécu différemment. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, juste se préparer à l'accouchement avec ce type d'approche, c'est peut-être mieux de le faire avec quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir poser les bonnes questions, avoir les bons réflexes aussi, parce qu'on peut tomber vraiment dans des états d'hypnose assez profonds et ça peut réveiller des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et du coup, si on n'a pas cette préparation, si on n'a pas cet accompagnement, voilà, parfois il peut y avoir des dérives, parfois il peut y avoir aussi des surprises. Donc, ouais, je pense que si c'était à refaire, je le referais peut-être mieux accompagné à ce moment-là. Donc tu accueilles ce petit garçon, tout le monde est en bonne santé, vous Mm. démarrez votre vie à trois Ouais. et il y a encore quelqu'un qui est là, c'est l'endométriose. Comment est-ce Mhm. que elle revient dans ta vie et comment ça t'impacte ensuite sur ben, déjà ta maternité et puis ta vie professionnelle aussi parce Mhm. qu'on sait que tout change en fait quand on accueille un enfant. Mhm. Effectivement, donc il ne faut pas oublier que la maladie, elle est restée là. Et elle a commencé à faire des ravages après la naissance de mon enfant. Je commençais à ressentir vraiment de plus en plus des symptômes.
Hem, Peut-être pour rappeler en fait ce que c'est que l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie, complexe, inflammatoire, en fait, qui consiste à, avoir des tissus endométriales. En fait, c'est des cellules, endométriales qui se développent en dehors de l'utérus, et donc qui créent de l'inflammation et cette inflammation, elle se réveille en fonction du moment dans lequel on se trouve dans les cycles féminins. Donc en fait, c'est une maladie qui est extrêmement difficile à diagnostiquer parce que forcément les symptômes ne ressemblent pas forcément à des symptômes, on va dire, gynécologiques et donc on fait pas forcément les liens. Et donc ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que, la première fois qu'on m'a découvert l'endométriose, c'était parce qu'on a ouvert à cet endroit-là, dans la zone pelvienne et on a trouvé que l'endométriose, elle était là. Mais quand c'est pas le cas et qu'on commence à avoir d'autres symptômes ailleurs, ben, on oublie en fait que, en tout cas dans mon cas, j'avais oublié que j'avais cette endométriose et qu'elle pouvait revenir en force. Et donc enfin, dans mon cas, ce qui s'est passé après mon accouchement, c'est que l'endométriose a commencé à se manifester au niveau de l'abdomen. Donc j'ai commencé à avoir vraiment des difficultés au niveau gastrique, au niveau de la vésicule biliaire, avec des crises de douleur inexplicables, très très contraignantes, avec un enfant à bas âge, avec un travail qui était très prenant. Parce que souviens-toi que j'étais pleinement investie dans mon travail, dans ma carrière, c'était une valeur fondamentale pour moi et ça c'est quelque chose qui n'est pas disparu, même si j'ai changé mon regard par rapport à ma vie, mes priorités, il y avait aussi ce sens de la responsabilité qui a toujours été très présent en moi. Donc j'ai commencé vraiment à me sentir sous pression en permanence parce que je ne savais pas ce qui arrivait et qu'à un moment donné, quand on m'a conseillé d'enlever la vésicule biliaire, parce que finalement, je me rends compte que la solution la plus facile, en fait, c'est à chaque fois de se dire on va retirer un organe et ça passe. Moi, ce que j'avais vécu avec mon ovaire gauche m'a permis de me rendre compte en fait que non, je voulais pas qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la solution ce soit simplement l'ablation d'un organe. Et donc j'ai décidé d'aller plus loin, d'explorer. Et donc finalement j'ai réussi à sauver ma vésicule biliaire. Et à force de mener des recherches, j'ai compris qu'il y avait du coup l'endométriose qui était revenue en force. Peut-être pour revenir à ta question, parce que je pense que j'ai dérivé un peu dans... Ben, c'était une question très générale, donc c'est normal, mais oui, du coup, ton endométriose revient, t'as un bébé en bas âge et un travail, Mhm. ce qui fait en fait beaucoup pour une seule femme en fait. Enfin, je veux dire, c'est être maman, c'est un travail à plein temps, un travail, c'est un travail à plein temps, plus toi, du coup, t'as des jours où j'imagine que t'étais clouée au lit par la douleur. Il y avait, en fait, à ces moments-là, les crises, elles se manifestaient à des moments où je ne les attendais pas, en fait. J'étais déjà dans l'entrepreneuriat, en fait, suite à tout ce que j'ai vécu aussi avec mon endométriose. Et j'ai décidé de m'orienter vers l'entrepreneuriat. Donc, en fait, je rendais compte à personne. J'avais pas d'horaire à respecter, tout ça. Et donc, finalement, j'ai essayé de mener ma vie comme je pouvais. Et avec le temps, j'ai compris, en fait, que le temps de dans le mois, en fait, le nombre de jours que je devais consacrer à ma santé, en fait, à subir les symptômes et les conséquences de la maladie, était quand même extrêmement important. C'est un médecin généraliste qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit, en fait, si vous étiez salarié, est-ce que vous êtes consciente que vous auriez énormément d'absence au travail? Et je lui dis, ben non, parce qu'en fait, c'est moi qui gère mon emploi du temps. Et il m'a dit: «Mais faites ce travail de faire les suivis, en fait. Vous allez vous rendre compte, en fait, combien de jours par mois vous êtes vraiment en incapacité de travailler». Et je crois que là, j'ai eu un énorme déclic. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, des femmes comme moi, qui étaient atteintes de la maladie et qui étaient salariées dans les entreprises, se retrouvaient à devoir vivre les calvaires de déjà, d'une part, ne pas pouvoir parler de cette maladie qui est extrêmement taboue, elle est peu connue, il y a énormément d'idées reçues autour. Et ces femmes qui se retrouvent dans la souffrance de devoir aller travailler, faire semblant que tout va bien, alors qu'elles sont dans une souffrance infinie. Et moi, cette position des privilèges dans lesquels j'étais, où je n'avais pas un patron derrière moi, où je n'avais pas des collègues à qui je devais rendre de compte, euh,
m'a permis de me dire, en fait, il y a quelque chose qui peut être fait, en fait, pour pouvoir accompagner ces femmes et leur apporter, en tout cas, euh, une autre vision de la maladie, les aider à faire comme j'ai pu faire aussi tout au long de ces années des recherches et des travaux sur moi, trouver des pistes qui leur permettent, en fait, de transformer la maladie en une force et une puissance qui leur permettent d'accomplir tout ce qu'elles veulent dans la vie, indépendamment de la maladie, en partant du principe que tant que la science n'a pas avancé suffisamment pour trouver un traitement qui permet d'y mettre fin, euh, la seule issue qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, OK, je me retrousse les manches et je trouve le moyen d'améliorer ma qualité de vie par moi-même et de construire une vie à la hauteur de mes rêves et de mes aspirations, en dépit de la maladie. Et donc, c'est de ça qui est née cette idée, en fait, déjà dans l'entrepreneuriat, mais cette orientation et cette envie, en fait, que j'ai eue d'accompagner les femmes à transformer cette épreuve en force et en force de transformation. Waouh. Et donc, tu étais entrepreneur dans un autre domaine et tu t'es réorientée vers l'accompagnement des femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, c'est pas forcément un autre domaine, j'étais déjà dans l'accompagnement au changement. Depuis une dizaine d'années, je suis dans le métier de l'accompagnement, sauf que mon métier s'orientait vraiment à mener des transformations de grande échelle dans les entreprises, dans les institutions. Donc, la transformation, c'était au cœur de mon métier, sauf que les sujets étaient complètement différents. Et là, j'avais besoin, en fait, à un moment donné, j'ai eu besoin de me connecter avec cette intention profonde. Et, et en fait, ce que j'ai constaté dans les entreprises, c'est que quand on mène des transformations, c'est souvent une transformation qui est portée ou initiée par la direction, par un leader au sein de l'entreprise qui veut qu'il y ait du changement. Et souvent, les salariés, ils suivent. Donc, en fait, je me retrouve face à des gens qui sont là parce qu'on leur a dit de venir me voir ou de se faire accompagner. Et à un moment dans l'évolution de ma maladie, je suis arrivée à la conclusion que la véritable transformation est celle qui naît à l'intérieur de soi. Et c'est ce moment où, en toute conscience, on prend la décision d'échanger ce qui ne va plus et de se donner le moyen de construire la vie que l'on veut avec ce qu'on a. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai envie de travailler directement avec ces femmes qui arrivent à la même conclusion que moi. Et donc, pour moi, c'était, on peut appeler ça un virage stratégique, mais moi, j'ai envie de l'appeler vraiment un réalignement avec mon intention profonde, les valeurs que je porte aujourd'hui. Et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est de pouvoir permettre aux femmes de vivre la même transformation que j'ai eu la chance de vivre depuis un certain temps et qui me permettent aujourd'hui de vivre pleinement ma vie indépendamment de l'endométriose qui est là et d'apprendre à vivre avec elle, à danser avec elle, à apprendre à l'accepter et apprendre à l'aimer parce qu'elle a aussi des messages à nous transmettre. Et je découvre aujourd'hui la femme que je suis devenue grâce à l'endométriose et franchement, ça ne me donne pas envie de la rejeter. Ça me donne plutôt envie de l'accueillir pleinement et de continuer à l'écouter. Parce que s'il est toujours là, c'est parce que j'ai encore des choses à améliorer et à faire évoluer dans ma vie. Donc, elle est un peu ce voyant qui est permanent, qui me rappelle à chaque fois à revenir à moi, revenir à cette identité que j'incarne aujourd'hui, qui me rend heureuse, me rend fière aussi. Donc, je la remercie tous les jours, en fait, d'être là, de me rappeler ça. Et est-ce que tu accompagnes que des femmes qui viennent vers toi pour justement prendre ce virage dans leur vie, etc. Ou tu accompagnes aussi des entreprises à accueillir des femmes qui souffrent d'endométriose? Parce que ça, c'est un sujet Mhm. aussi. Mhm. En fait, enfin, tu vois, souvent, quand tu parlais des idées reçues, etc., sur l'endométriose, ben, ce qu'on voit, c'est que tu as des femmes qui vont devoir être en arrêt maladie quelques jours dans leur cycle parce que vraiment, elles ne tiennent pas debout et qu'on leur dit: ah non, mais celle-là, elle est chouin-chouin, dès qu'elle a ses règles, c'est bon, quoi. On a toute mal au ventre quand on a nos règles, quoi. Qu'on ne peut plus s'entendre, bien sûr, mais... Mhm. Tout à fait, c'est tout à fait pertinent ta question, parce que justement, on parlait il y a quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, et j'ai expliqué en fait que ce vœu que j'ai formulé à ce moment-là, c'était de me dire, la recherche scientifique, il faut qu'elle avance
pour la femme, au même titre que pour l'homme. Pour les maladies masculines, il faut qu'il y ait plus de recherche et au même titre que les avancées dans la recherche qui sont indispensables pour nous, il faut qu'il y ait aussi un changement de regard et des mentalités des femmes dans le monde de l'entreprise, les femmes qui sont dans le milieu professionnel, qu'on puisse accueillir pleinement cette maladie, la comprendre. Et ça passe aussi par la sensibilisation et par la formation, non seulement des professionnels de la santé, de la médecine du travail, mais aussi des RH, des managers qui sont confrontés à des collaboratrices qui sont atteintes de la maladie. Il n'y a pas que de l'endométriose, d'autres maladies qui touchent les femmes. Et donc, il y a tout ce travail de sensibilisation qui me tient à cœur de développer. Donc, c'est effectivement l'une des voies qui vont suivre aussi dans mon activité, c'est de pouvoir permettre à ces femmes de retrouver du réconfort, du soutien, de l'écoute dans leur environnement professionnel. Et en fait, c'est très encourageant parce qu'actuellement, avec les femmes que j'accompagne déjà par le biais du coaching, je retrouve des femmes qui sont cadres dans les entreprises et qui se retrouvent dans des milieux euh, extrêmement soutenants et que finalement ne trouvent pas que l'endométriose soit un frein à leur développement de carrière. Et donc, je me dis qu'il y a aussi des exemples à mettre en avant des entreprises qui se sont déjà engagées dans cette voie. Donc, c'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement encourageant et ça peut permettre aussi d'ouvrir la voie à d'autres pour qu'elles suivent en fait les mêmes schémas. Oui, puis j'imagine qu'en fait, au fur et à mesure et à force de sensibiliser, peut-être que voilà, une femme qui est atteinte d'endométriose comprendra très bien ses collègues qui sont atteints d'endométriose, et peut-être que le mari de cette femme qui est atteinte d'endométriose, parce qu'on lui a expliqué, parce qu'on l'a sensibilisé, il aura aussi un autre regard sur ses collègues à lui. Donc j'ai envie d'y croire, hein, que ça va au fur et à mesure cheminer un petit peu dans la tête de tout le monde. Déjà, il y a quelques années, l'endométriose, on n'en entendait pas parler, on ne savait pas ce que c'était. Mhm. Maintenant, même si peut-être que parfois l'idée est un peu floue derrière l'endométriose, on sait que quand même, c'est une pathologie qui fait beaucoup souffrir. Mhm. Je pense que ça, quand même, ça commence à arriver un peu dans les connaissances générales, quoi. Mhm. Elle est considérée comme une longue maladie. L'OMS l'a classée parmi les maladies les plus... voilà, ce sont des maladies chroniques qui entraînent des douleurs qui, à une échelle de douleurs, sont très considérables. Et moi, pour avoir vécu un accouchement sans épidural, je peux confirmer qu'effectivement, les crises d'endométriose euh, peuvent facilement ressembler à des contractions d'accouchement. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des femmes qui vivent ces mêmes douleurs tous les mois, plusieurs fois dans le mois. Donc, c'est extrêmement pénible, en fait. Et le message que je veux porter aussi à ce niveau-là, c'est que il ne faut pas prendre l'endométriose comme quelque chose qui va venir pénaliser les entreprises. Au contraire, en fait, ces femmes, finalement, les types de soutien dont elles ont besoin, c'est un soutien qui est tout à fait à la portée d'un employeur. En fait, c'est de favoriser des conditions de travail qui permettent à la femme de simplement adapter leur travail à leur cycle menstruel. Quand une femme se sent soutenue, écoutée et qu'on peut avoir des aménagements, en fait, ça, la science, elle l'a prouvé aussi, les niveaux de performance d'une collaboratrice qui se sent écoutée, soutenue dans son combat, va monter. Et donc, en fait, juste s'accrocher à ces principes que quand on est dans un environnement professionnel qui est soutenant, on a tous à y gagner. Il faut savoir aussi que l'endométriose, c'est une maladie chronique, donc qui entraîne des douleurs extrêmement sévères, mais avec une bonne hygiène de vie, on est aujourd'hui en capacité de mieux maîtriser les symptômes. Et donc, dans cette bonne hygiène de vie, la contribution de l'entreprise par les biais d'un aménagement qui n'est pas extrêmement contraignant, mais qui permet à la femme de finalement travailler dans des conditions plus favorables selon sa maladie est tout à fait possible. En fait, ça ne nécessite pas non plus de grands aménagements. Et sur la partie psychologique de la femme, ça peut aussi beaucoup aider à une Réduire meilleure le prise en stress. charge. Exactement. Mm. Et ça joue aussi dans l'alimentation, dans les horaires de travail, dans le fait de pouvoir travailler depuis chez soi, de pouvoir avoir un espace où on peut éventuellement s'allonger, de disposer des petites choses en fait qui sont très simples à mettre en place dans une entreprise, mais qui changent complètement la donne. Et déjà, de permettre à ces femmes de s'exprimer librement et en fait de dire qu'elles ont l'endométriose,
parce qu'il n'y a pas honte à avoir. Et ça aussi, ça fait partie des messages que je voulais porter aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas fautif dans cette histoire. La maladie, elle arrive. Ce n'est pas de notre faute. Mais on peut en parler. On peut bien s'entourer. On peut bien se faire accompagner. Et en fait, déjà, ça fait partie au moins 50% du chemin parcouru. Et il y a des alternatives. Il y a même des approches non médicamenteuses qui permettent d'améliorer de façon significative la qualité de vie. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Il s'agit vraiment sur le stress, sur l'alimentation, sur la gestion des émotions. Euh, et ça va avoir des impacts vraiment significatifs. Donc, vraiment, j'encourage toutes ces femmes à consulter et à en savoir plus et à ne pas rester seules dans l'isolement, dans l'incompréhension. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Bah, c'était très clair, en tout cas. Et puis, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ton parcours et aussi ta vision, en fait, sur cette pathologie qui est différente, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, merci à toi pour ce beau message d'espoir, en fait. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Justine. Je profite aussi pour peut-être pour communiquer quelques chiffres qui sont très parlantes en fait de la maladie. C'est une maladie qui touche aujourd'hui une femme sur 10. On estime, en tout cas l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a environ 190 millions de femmes atteintes d'endométriose dans le monde. Le taux d'errance médicale, on estime entre 7 et 10 ans avant d'avoir un vrai diagnostic. Donc en fait, si les femmes qui ont des symptômes pensent qu'elles peuvent être atteintes d'endométriose, il faut vraiment s'approcher d'un professionnel de santé pour effectuer, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, il est possible de faire des IRM. Il y a parfois certaines endométrioses qui sont visibles à l'échographie, mais en tout cas aujourd'hui, l'examen qui permet vraiment de la détecter, c'est l'IRM. Et donc, ne pas hésiter à consulter pour vraiment déjà réduire ces temps d'errance médicale et ne pas hésiter aussi à s'approcher des professionnels ou en tout cas des thérapeutes, des naturopathes, des ostéopathes, même des sages-femmes qui s'y connaissent. Parce que parfois, on tombe sur des professionnels de santé qui ne sont pas forcément formés à l'endométriose et on peut parfois avoir des faux diagnostics et c'est un temps énorme qu'on perd. Et l'idée, c'est qu'on arrête de souffrir en fait et qu'on se prenne en main. Donc, passer par là, c'est pour moi un bon point de départ. Et ne pas oublier que quand on se fait accompagner, on réduit énormément le temps entre le moment où on se fixe un objectif de vie et l'atteinte de cet objectif. Quand on se fait accompagner, eh ben, ce temps il est considérablement réduit. Donc, j'invite toutes les femmes vraiment à consulter, à se prendre en main. C'est parfait. Et aussi, avant qu'on éteigne les micros, est-ce que tu veux laisser un petit message pour ton fils? Parce qu'en fait, on le fait avec tous nos invités. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Est-ce que tu veux lui laisser un petit message? Parce que les micros sont ouverts, donc c'est l'occasion d'enregistrer. Oui, alors c'est une belle initiative. En fait, il n'y a pas de tabou par rapport à la maladie dans ma maison. En fait, dans notre famille, on en parle ouvertement. On en parle ouvertement des règles, on en parle ouvertement des difficultés que je rencontre. Parce que même si aujourd'hui, j'ai réussi à réduire des 90% de mes symptômes, parfois la maladie, elle me fait passer des mauvais moments, des mauvais moments. Et donc, je pense que pour mon fils, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il comprenne que ça arrive et que c'est OK de parfois avoir mal, de ne pas être en forme, que la santé, c'est essentiel d'apprendre à aimer son corps, d'apprendre à écouter ses besoins. Et en fait, tous les jours, je lui dis, c'est important que tu comprennes ce qui se passe dans ton corps. Écoute ton corps quand tu manges trop de sucre, quand tu manges trop, quand tu fais trop de ceci, cela. C'est important d'écouter son corps. Parce que c'est les jours où j'ai accepté que mon corps était mon allié et non pas mon ennemi, que ma vie a véritablement changé. Donc c'est le message que je lui envoie, c'est de ne pas oublier que son corps c'est ton allié, c'est pas son ennemi. Et lui dire que je l'aime profondément, c'est ma raison de vivre aujourd'hui et que je suis la maman la plus fière, la plus heureuse de toutes d'avoir traversé tous ces obstacles pour permettre qu'il s'installe, ce bébé s'installe en moi et qu'il me comble, qu'il fasse de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Justine.